soudaine, comme lorsqu'on plie une branche lentement, très lentement, et qu'elle casse brusquement. Le son que j'entendis, même dans cet endroit où le son se comporte différemment, était de ceux qui vous pénètrent jusqu'aux os. L'autoroute 405 se plia en deux comme une feuille de papier. Des bâtiments qui avaient résisté à des secousses pendant des décennies s'effondrèrent en quelques secondes, et ce n'était pas un seul tremblement de terre. Il y en eut 3. Le 23 avril, le 25 avril, le 27 avril, chacun plus fort que le précédent. Comme si la terre reprenait son souffle entre les secousses. Ce qui suivit les secousses fut pire que les secousses elles-mêmes. J'ai vu du feu. Non, un seul feu. Plusieurs. En même temps. Dans différents quartiers, se propageant ensemble jusqu'à ne faire plus qu'un. J'ai vu les aqueducs se rompre, l'eau qui alimentait des millions de personnes cesser de couler. J'ai vu des hôpitaux fonctionner grâce à des générateurs jusqu'à ce que ces derniers rendent l'âme. J'ai vu l'autoroute embouteillée, les voitures immobilisées, parce que tout le monde avait eu la même idée au même moment et qu'il n'y avait plus de place pour circuler. Dans une semaine, dit-il d'un calme qui faisait mal à entendre, Los Angeles ressemblera à une zone de guerre. Non pas à cause d'une attaque ennemie, parce que les infrastructures sur lesquelles elle repose n'ont pas été conçues pour résister à une telle catastrophe. Et j'ai pensé aux millions de personnes qui dormaient là, à ce moment-là, sans se douter de rien. J'ai pensé aux enfants, aux personnes âgées, à ceux qui n'ont pas de voiture, à ceux qui n'ont nulle part où aller. Mais, Seigneur, dis-je, et ma voix résonna faiblement dans cet immense lieu, des millions de personnes vivent ici. Comment peuvent-elles toutes partir en même temps? Où iront-elles? La plupart ne partiront pas, dit-il. Et la tristesse dans sa voix était palpable. C'était la tristesse d'un père qui avait prévenu en vain. Ils se persuaderont que ce n'est pas si grave. Ils feront confiance aux services d'urgence qui seront débordés dès la première heure. Ils attendront l'arrivée du gouvernement. Le gouvernement n'arrivera pas à temps. Et lorsqu'ils comprendront l'ampleur de la situation, les routes seront déjà détruites, et le feu aura déjà fait des ravages. C'est pourquoi je vous montre maintenant. Tant qu'il est encore temps de partir, tant que le choix existe encore. Après la première secousse, il sera trop tard pour la plupart. Et je restais là, impuissant, à regarder cette ville que je connaissais s'effondrer sous mes yeux, incapable de faire autre chose que d'en graver chaque détail dans ma mémoire. Le paysage changea. New York apparut en contrebas, et je reconnus immédiatement sa silhouette. Je n'y étais jamais allé de mes propres yeux, mais il y a une silhouette que tout le monde connaît. Mais ce que je voyais n'était pas le New York des cartes postales. C'était New York vu d'en haut, avec ces taches sombres que j'avais déjà aperçues un peu partout sur la planète. Et ces taches sombres étaient sur la côte, dans le port, partout, près de l'eau. Le 9 juin, dit-il, et cette fois, ce n'était pas un tremblement de terre, c'était l'océan. Non, une tempête. Non, un ouragan. Le fond de l'Atlantique se déplaçait d'une manière qui poussait l'eau vers le haut et vers l'avant, avec une force indescriptible, ni en portugais, ni en anglais, ni dans aucune autre langue que je connaisse. L'eau n'est pas arrivée comme une vague de film, c'était une remontée d'eau, la mer est simplement montée. Assez lentement pour qu'on ait l'impression que cela allait s'arrêter, assez vite pour qu'il n'y ait pas le temps de s'échapper. J'ai vu Manhattan disparaître sous les eaux, étage après étage. J'ai vu le métro se transformer en piège pour ses occupants lorsque l'eau est montée. J'ai vu des ponts bloqués par des voitures à l'arrêt, tandis que le niveau de l'eau montait des deux côtés. 15 kilomètres à l'intérieur des terres par endroit, a-t-il dit. L'eau ne se retirera pas en quelques jours. Elle se retirera en quelques semaines, et ce qui restera submergé pendant des semaines ne sera plus jamais comme avant. La capitale financière du monde s'arrêtera. Et quand elle s'arrêtera, le monde entier le ressentira. Pas seulement les États-Unis, le monde entier. Car il existe des systèmes qui dépendent du fonctionnement de cette ville. Et quand elle s'arrête, ces systèmes s'arrêtent aussi. J'ai vu cela et j'ai pensé à l'enchaînement des choses. J'ai pensé à la façon dont chaque élément est lié à un autre. J'ai pensé à la façon dont nous construisons tout sur la base tacite que demain sera identique à aujourd'hui. Et j'ai pensé à toutes ces personnes qui, à ce moment-là, dormaient dans leurs appartements à Manhattan, sans savoir que l'océan calculait la date de son arrivée. Dites-moi dans les commentaires si vous habitez dans une ville côtière, n'importe laquelle, Atlantique, Pacifique, n'importe quelle mer, car ce qu'il m'a montré ne concernait pas seulement les États-Unis. Il s'agissait de ce qui arrive au monde lorsque les villes qui soutiennent l'économie mondiale cessent de fonctionner simultanément. La première ville apparut sous mes pieds, et mon estomac se noua. Je la connaissais. Je l'avais traversée pendant mon entraînement, j'avais emprunté ses routes. Los Angeles s'étendait des montagnes jusqu'à l'océan Pacifique, comme une entité vivante et immense, vibrante de millions de vies, qui ignorait tout du danger imminent. Jésus ne m'avait pas prévenu. Il n'avait pas dit
Maintenant, je vais te montrer quelque chose de difficile. Il me l'avait simplement montré. Et la première chose que j'ai ressentie n'était pas la peur. C'était ce sentiment qui vous envahit quand vous comprenez que quelque chose que vous avez toujours cru impossible est en réalité inévitable. Comme lorsqu'on aperçoit une fissure au plafond et qu'on comprend, sans avoir besoin d'un ingénieur, que la maison va s'effondrer. La fissure était là depuis longtemps. Tout le monde passait dessous chaque jour. Tout le monde avait choisi de l'ignorer. « Regarde bien », dit-il. Et ma vision s'accéléra, comme si quelqu'un avait appuyé sur avance rapide. Je vis le système de File de San Andreas se mettre en mouvement d'une façon totalement inédite, sans aucun rapport avec ce que j'avais appris en cours de géologie. Ce n'était pas progressif, ce n'était pas le genre de mouvement lent que les scientifiques observent pendant des décennies. C'était une rupture, violente, soudaine, comme lorsqu'on plie une branche très lentement, et qu'elle casse d'un coup. Le son que j'entendis, même dans cet endroit où le son est différent, était de ceux qui vous pénètrent jusqu'aux os. L'autoroute principale se plia en deux comme une feuille de papier. Des bâtiments qui avaient résisté à des secousses pendant des décennies s'effondrèrent en quelques secondes. Et ce n'était pas un seul tremblement de terre. Il y en eut 3. Le 25 mars, le 26 mars, le 27 mars. Chacun plus fort que le précédent. Comme si la terre reprenait son souffle entre chaque secousse. 3 jours. 3 secousses. Pas le temps de respirer. Ce qui suivit les secousses fut pire que les secousses elles-mêmes. J'ai vu des incendies. Non, un seul incendie. Plusieurs, simultanément. Dans différents quartiers, se propageant jusqu'à ne faire plus qu'un. J'ai vu les aqueducs se rompre, l'eau qui alimentait des millions de personnes cesser de couler. J'ai vu des hôpitaux fonctionner grâce à des générateurs jusqu'à ce que ces derniers rendent l'âme. J'ai vu l'autoroute embouteillée, les voitures immobilisées, parce que tout le monde avait eu la même idée au même moment et qu'il n'y avait plus de place pour circuler. Dans une semaine, dit-il d'un calme qui faisait mal à entendre, Los Angeles ressemblera à une zone de guerre. Non pas à cause d'une attaque ennemie, parce que les systèmes sur lesquels elle s'appuyait n'étaient pas conçus pour résister à une telle catastrophe. Des incendies sans eau pour les éteindre, des blessés sans hôpital pour les soigner, des familles sans route pour fuir. Chaque système dépendait des autres. Et quand l'un s'est effondré, tous se sont effondrés ensemble. Mais, Seigneur, dis-je, et ma voix résonna faiblement dans cet immense lieu. Des millions de personnes vivent ici. Comment peuvent-elles toutes partir en même temps? Où vont-elles aller? La plupart ne partiront pas, dit-il. Et la tristesse dans sa voix était palpable. C'était la tristesse d'un père qui avait prévenu en vain. Ils se persuaderont que ce n'est pas si grave. Ils feront confiance aux services d'urgence, qui seront débordés dès la première heure. Ils attendront l'arrivée du gouvernement. Le gouvernement n'arrivera pas à temps. Et lorsqu'ils comprendront l'ampleur de la situation, les routes seront déjà détruites, et le feu aura déjà fait des ravages. C'est pourquoi je vous montre ces images maintenant. Tant qu'il est encore temps de partir, tant que le choix existe encore. Après la première secousse, le 25 mars, il sera trop tard pour la plupart. Et je restais là, impuissant, à regarder cette ville que je connaissais s'effondrer sous mes yeux, incapable de faire autre chose que d'en graver chaque détail dans ma mémoire. Le paysage changea. New York apparut en contrebas, et je reconnus immédiatement sa silhouette. Je n'y avais jamais mis les pieds, mais il y a une silhouette que tout le monde connaît. Sauf que ce que je voyais n'était pas le New York des cartes postales. C'était New York avec ses zones sombres sur la côte, dans le port, partout près de l'eau. Hey, ik ben Lise en ik hou van lopen. Of ik nu door het bos jog of me klaarmaak voor de wedstrijd, lopen geeft... De l'eau, le 30 mars, dit-il. Et cette fois, ce n'était pas un tremblement de terre, c'était l'océan. Non, une tempête. Non, un ouragan. Le fond de l'Atlantique se déplaçait d'une manière qui poussait l'eau vers le haut et vers l'avant, avec une force indescriptible dans toutes les langues que je connais. L'eau n'est pas arrivée comme une vague de cinéma. C'était une remontée d'eau. La mer montait, tout simplement. Assez lentement pour donner l'impression que cela allait s'arrêter. Assez vite pour ne pas avoir le temps de s'échapper. Et le 30 mars n'était pas une coïncidence. C'était le début de la fin d'une séquence dont je n'avais pas encore vu le dénouement. J'ai vu Manhattan disparaître sous les eaux, étage après étage. J'ai vu le métro se transformer en piège pour ses occupants, lorsque l'eau est montée. J'ai vu des ponts bloqués par des voitures à l'arrêt, tandis que le niveau de l'eau montait des deux côtés. 15 kilomètres à l'intérieur des terres par endroits, a-t-il dit. L'eau ne se retirera pas en quelques jours. Elle se retirera en quelques semaines. Et ce qui restera submergé pendant des semaines ne sera plus jamais comme avant. La ville qui soutient l'économie mondiale s'arrêtera. Et quand elle s'arrêtera, le monde entier le ressentira. Pas seulement les États-Unis, le Brésil le ressentira, l'Europe le ressentira, l'Asie le ressentira, car il existe des systèmes qui dépendent du fonctionnement de cette ville.
Et quand elles s'arrêtent, ces systèmes s'arrêtent aussi. J'ai vu cela et j'ai pensé à la chaîne. J'ai pensé à la façon dont chaque chose est liée à une autre. J'ai pensé à combien de personnes, à ce moment-là, dormaient dans des appartements à Manhattan, sans savoir que l'océan avait une date prévue pour arriver. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes dans une ville côtière, n'importe laquelle, Atlantique, Pacifique, n'importe quelle mer.